Regardez qui ils ont envoyé pour nous éduquer, lança Tyler Morrison, suffisamment fort pour que chaque élève de la salle 301 du lycée Lincoln l'entende. Son ton était moqueur, insidieux, et le silence qui suivit fut brisé par les éclats de rire méprisants de ses camarades. Elle est là uniquement grâce aux quotas ethniques, j'en suis sûr. Pas vrai? Renchérit-il, avec cette assurance insolente que seuls ceux qui n'ont jamais connu la moindre conséquence peuvent afficher. Face à eux, Kesha Washington, 28 ans, venait à peine de terminer d'écrire son nom au tableau. C'était son tout premier jour en tant que professeur de littérature. 16 visages la fixaient avec une intensité féroce, comme des prédateurs jaugeant leur proie. Tyler, fils du propriétaire du plus grand concessionnaire automobile de la ville, s'étala dans sa chaise, sourire narquois aux lèvres. À ses côtés, Madison Pierce filmait discrètement avec son téléphone portable. Sans doute prévoyait-elle de publier une vidéo, drôle, sur la nouvelle recrue, diversité et inclusion, de l'établissement. Jessica Kumar, élève brillante et cruellement rigide dans ses jugements, murmura en croisant les bras. Mon père m'a dit que c'est impossible qu'elle ait obtenu ce poste sur le mérite. Kesha se tourna lentement vers eux, son regard balayant les visages un à un. Ce n'était pas un regard apeuré, ni même agacé. C'était une sérénité presque inquiétante. Le genre de calme qu'on trouve chez ceux qui ont survécu à bien pire. Elle parla d'une voix douce, mais chaque mot vibrait d'une force tranquille. Intéressant, comme théorie. Tyler Morrison, n'est-ce pas? Le fils de ce cher Morrison, toujours en litige avec le fisc? Le sourire de Tyler s'effaça brièvement. Elle avança alors dans les rangées, lentement, sans jamais hausser le ton. Et toi, Madison Pierce, fille de la conseillère municipale qui a voté contre le programme de repas gratuits pour les élèves. Je me demande ce que tes abonnés penseraient de cela. Madison arrêta net de filmer. Sa main tremblait. Kesha avait grandi dans le South Side de Chicago. Là-bas, on apprenait vite à lire les gens, à différencier ceux qui aboyaient par peur de ceux qui mordaient vraiment. À 12 ans, elle savait déjà faire la différence. Et ces adolescents, aussi cruels soient-ils, n'étaient même pas proches d'être dangereux. Elle retourna calmement devant la classe. Parlons donc de ne tirer pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Qui peut m'expliquer pourquoi Atticus Finch est considéré comme un héros? Un silence pesant envahit la salle. C'était la première fois depuis des années qu'un tel silence régnait dans la salle 301. Kesha soupira doucement et ouvrit son exemplaire du livre. Peut-être parce qu'il a choisi de défendre un homme noir innocent, à une époque où cela pouvait lui coûter la vie. Tyler tenta de reprendre le contrôle. C'est juste un vieux livre sur la façon dont les gens comme toi ont toujours sous-estimé les gens comme moi, l'interrompit Kesha, son sourire glacial. Et sur la manière dont cette arrogance a toujours été le talon d'Achille de ceux qui se croient au sommet de la chaîne alimentaire. Ce que personne ne savait, ni Tyler, ni Madison, ni Jessica, c'est que Kesha Washington n'était pas simplement une jeune enseignante avec un master en littérature américaine de l'université Northwestern. C'était une femme qui, depuis des années, consignait méticuleusement chaque injustice, chaque remarque condescendante, chaque tentative d'humiliation depuis qu'elle avait décidé de faire carrière dans l'enseignement. Et aujourd'hui, elle souriait réellement pour la première fois depuis des mois. Car elle avait enfin trouvé l'endroit parfait pour tester une théorie. Une théorie sur le privilège, les conséquences, et l'art subtil d'enseigner des leçons qui ne s'oublient jamais. Les jours suivants, Tyler Morrison et sa bande transformèrent leur mépris en campagne organisée. Ce n'était plus une simple moquerie. C'était devenu une mission. Madison créa un groupe privé sur Instagram, intitulé Désastre DI, où elle postait des photos volées de Kesha en train de corriger des copies. Les légendes étaient cinglantes. Un autre enseignante diplômée a besoin d'une calculatrice pour additionner des notes. Impressionnant. Jessica Kumar, de son côté, s'attaqua au contenu pédagogique. Chaque cours devenait une embuscade intellectuelle. À Madame Washington, ne pensez-vous pas qu'Atticus Finch incarne un complexe du sauveur blanc? Est-ce vraiment pertinent d'étudier une œuvre qui perpétue de tels stéréotypes dans un cadre scolaire progressiste? C'était un piège habile. Si Kesha acquiesçait, elle contredisait le programme officiel. Si elle s'y opposait, elle risquait de passer pour une enseignante pas assez engagée. Mais Kesha ne mordit pas à l'hameçon. Elle souriait, impassible, et répondait par une précision théorique déconcertante. Excellente remarque, Jessica. Cela nous mène tout droit à Toni Morrison et à son analyse de la blanchité dans la littérature américaine. Chaque attaque se transformait sous ces mots en un cours magistral de critique postcoloniale. Et petit à petit, l'assurance de ses détracteurs commença à vaciller. Mais Tyler refusait d'abandonner. Cette fois, il frappa plus fort. Durant une pause, il posta sur le TikTok du lycée une vidéo truquée où Kesha expliquait des concepts littéraires, le tout accompagné d'une musique suggestive et décalée.
La vidéo atteignit 847 vues en moins de 2 heures. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'ombre de cette guerre silencieuse, un témoin observait tout. Le professeur Marcus Shinn, enseignant d'histoire depuis 15 ans à Lincoln High, avait repéré le schéma. Lui-même fils d'immigrés coréens, il connaissait ce genre de microagressions. Il les avait subies. Et il savait les reconnaître. À midi, il rejoignit Kesha à la cafétéria, un dossier discret à la main. « Il te sous-estime complètement », dit-il en lui tendant le dossier. « J'ai documenté tout ce que j'ai pu depuis quelques jours, publications, commentaires, conversations entendues dans les couloirs. » Kesha feuilleta rapidement les pages. Des captures d'écran de discussions privées, des stories Instagram, même des messages WhatsApp entre Tyler et Madison détaillant leur stratégie. Elle referma le dossier, un sourire à peine visible sur les lèvres. « Marcus, tu viens de me donner exactement ce qu'il me fallait. » Pendant ce temps, Tyler manigançait l'étape suivante. Il convainquit 2 parents influents de remettre en question les compétences pédagogiques de Kesha. Un rendez-vous fut fixé au vendredi. Son père, Richard Morrison, avait déjà appelé le directeur du lycée. Peut-être que l'école essaie d'aller un peu trop vite dans sa politique de diversité, avait-il insinué, suave. Elle n'a aucune expérience, chuchota Tyler à Madison. D'ici la fin de la semaine, elle suppliera pour être transférée. Ces gens abandonnent toujours quand ça devient difficile. Mais jeudi matin, l'ambiance dans la salle 301 changea subtilement. Kesha entra, un petit carton sous le bras, qu'elle posa discrètement sur son bureau. Elle semblait toujours aussi calme. Trop calme. Comme un fauve qui, après avoir joué avec sa proie, décide que le moment est venu de mordre. En fin de cours, elle s'arrêta, regarda la classe et dit d'une voix posée. « Demain, nous aurons une leçon spéciale sur les conséquences narratives. Nous parlerons de ce qui arrive aux personnages qui sous-estiment les autres. » Tyler, Madison et Jessica échangèrent des regards moqueurs. « Encore une tentative pathétique de paraître profonde, » murmura Tyler. Mais aucun d'eux ne vit ce que tapait Kesha sur son ordinateur pendant la pause déjeuner. Elle envoyait des courriels. À des adresses très précises. Le service de communication de l'établissement. Le conseil scolaire. 3 journalistes spécialisés en éducation. Un compte Twitter comptant plus de 50 000 abonnés, réputé pour exposer les cas de discrimination en milieu scolaire. Et dans sa boîte, bien ordonnée, se trouvaient des copies de toutes les preuves rassemblées par Marcus. Ainsi que d'autres qu'elle avait elle-même collectées, grâce à des méthodes perfectionnées dans les environnements hostiles qu'elle avait appris à dompter. Kesha Washington n'était pas simplement une brillante enseignante diplômée. Elle était une stratège. Une survivante. Une femme qui transformait les agressions en documentation. Et la documentation, entre ses mains, devenait un levier. Une arme. Un outil de changement. Vendredi, 9h15. Tyler Morrison franchit la porte de la salle 301 avec l'assurance d'un général marchant vers une victoire promise. Sa mère, Catherine Morrison, était déjà assise au premier rang, aux côtés de 3 autres parents, tous blancs, tous aisés, tous convaincus d'assister à l'humiliation finale d'une enseignante incompétente. Mais quelque chose n'allait pas. Kesha Washington, souriante, les accueillit avec une voix étrangement enjouée. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel de la littérature, les récits et leurs conséquences. Nous avons des invités parmi nous, alors ouvrons bien nos esprits. » Tyler se pencha vers Madison. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Ma mère va la pulvériser. Kesha s'avança vers le projecteur et y connecta son ordinateur portable. Alors, qui peut me dire ce qui se passe lorsqu'un personnage sous-estime totalement un autre dans une histoire? Silence. Elle sourit. Laissez-moi vous donner un exemple réel. L'écran s'alluma. Première image, une capture d'écran du groupe privé Instagram Désastre DI. La pièce devint glaciale. Elle pointa doucement vers l'écran. À Tyler Morrison, Madison Pierce, Jessica Kumar. Est-ce que ce nom de groupe vous dit quelque chose? Catherine Morrison fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie, jeune fille? Cela signifie, Madame Morrison, que votre fils a créé un groupe dédié exclusivement à me ridiculiser, à remettre en question mes compétences uniquement à cause de la couleur de ma peau. Elle cliqua. Apparurent ensuite des captures de messages privés, où Tyler planifiait minutieusement les attaques contre elle, où l'on riait des quotas, où l'on tournait en dérision son diplôme et ses origines. Tyler blêmit. C'est une atteinte à la vie privée. Kesha resta de marbre. Une question intéressante. Dr. Shinn, pourriez-vous expliquer à la classe comment ces éléments ont été obtenus? Marcus Shinn se leva calmement au fond de la salle. Personne n'avait remarqué sa présence. Il s'agit de publications publiques, de stories partagées librement, de conversations rendues visibles à l'ensemble du lycée. Je n'ai fait que les compiler.
L'image suivante fit se lever brusquement Catherine Morrison. Une photo d'elle-même, souriante lors d'un gala de charité, devant une banderole proclamant « Lincoln High s'engage pour la diversité ». Sous l'image, des documents révélant qu'elle finançait secrètement une campagne visant à faire renvoyer Kesha. « C'est scandaleux !» s'écria-t-elle. « Comment osez-vous » ? « Osez quoi, Madame Morrison ? Faire des recherches sur les véritables instigateurs de cette campagne ?» Elle cliqua à nouveau. Apparurent alors des courriels échangés entre Richard Morrison et le directeur de l'école, insinuant que l'établissement devenait trop progressiste, trop vite. « C'était une conversation privée », hurla Catherine. « C'était une conspiration documentée », répliqua Kesha avec calme. « Et voici le plus intéressant. » L'image suivante glaça l'atmosphère. La une du journal local du matin même s'affichait à l'écran. La famille Morrison visée par une enquête fédérale pour fraude fiscale. Juste en dessous, une photo de Richard Morrison menotté, escorté par des agents fédéraux. Tyler chancela. Ça n'a rien à voir avec vous. Bien sûr que si, Tyler, dit Kesha, son regard plongeant dans le sien. Car lorsque ta famille a décidé que je n'avais pas ma place ici, elle a oublié de vérifier si elle avait la moindre autorité morale pour me juger. Elle se tourna vers la classe entière. Vous voyez, un simple travail de recherche peut révéler bien des vérités dérangeantes. L'enquête du FBI était déjà en cours. Je n'ai fait que leur faciliter l'accès à certaines informations pertinentes. Madison éclata en sanglots. Vous avez ruiné sa vie. Kesha haussa à peine les épaules. Non, Madison. J'ai exposé la vérité. Tout comme je vais le faire avec toi. L'écran montra alors une série de publications racistes leakées ou partagées par Madison au cours des 2 dernières années. Puis vinrent des captures de messages de Jessica où elle se moquait des élèves boursiers, les appelant « parasites sociaux ». Vous pensiez pouvoir me briser parce que je suis jeune, noire et seule. Parce que, d'après vous, les gens comme moi abandonnent toujours. Mais vous avez oublié une chose essentielle. Elle s'avança lentement, jusqu'à se retrouver face à Tyler, recroquevillé sur sa chaise. J'ai grandi entouré de gens comme vous. J'ai appris à transformer la douleur en stratégie. Le mépris en documentation. L'humiliation en levier de vérité. Catherine explosa. C'est un piège. Une embuscade. Kesha la regarda froidement. Non, madame. C'est une leçon. Une vraie. Celle que vous n'avez manifestement jamais enseignée à votre fils. Les actes ont des conséquences. Tyler tenta de se redresser. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon père va vous traîner en justice. Kesha eut un sourire glacé. Ton père a d'autres priorités en ce moment, Tyler, comme expliquer au FBI comment une entreprise déficitaire depuis 3 ans peut encore financer un train de vie à 7 chiffres. Elle lança la dernière diapositive. Un montage chronologique des publications, messages, commentaires de Tyler et de son groupe, étalés sur 2 ans. Le tout illustrant une campagne de harcèlement racial systématique. Cette compilation a déjà été envoyée au conseil scolaire, au département d'éducation de l'État, ainsi qu'à 3 journalistes spécialisés. Elle prit une profonde inspiration. Tyler Morrison. Madison Pierce. Vous êtes suspendu indéfiniment, en attente d'investigation. Le silence était total. Tyler enfouit son visage dans ses mains, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il venait de perdre. Madison sanglotait sans retenue. S'il vous plaît, murmura Tyler d'une voix brisée. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Kesha le fixa longuement. Pour la première fois, je pense que tu es sincère. Mais ce n'est pas suffisant. Elle se tourna vers la classe entière. Voilà la différence entre vengeance et conséquence. La vengeance, c'est détruire pour le plaisir. Les conséquences, c'est enseigner qu'aucun acte ne reste sans réponse. Et que sous-estimer quelqu'un à cause de ses origines est l'erreur la plus coûteuse qu'un être humain puisse commettre. 6 mois plus tard, Kesha Washington était invitée sur le plateau de l'émission matinale la plus suivie du pays, Réveil américain. Son livre, Confronter les préjugés, guide pratique pour éducateurs, était devenu un best-seller national. L'animatrice, Sarah Chin, la regardait avec admiration. À Madame Washington, votre méthode de documentation pédagogique est aujourd'hui mise en œuvre dans plus de 200 écoles à travers le pays. D'où vous est venue cette idée? Kesha, impeccable dans un tailleur crème, ajusta discrètement l'épingle dorée de la Fondation nationale pour l'éducation inclusive. Elle occupait désormais le poste de directrice régionale pour la diversité, une responsabilité qu'elle n'aurait jamais imaginé assumer 1 an auparavant. Elle répondit avec calme. J'ai grandi dans un monde où réagir à l'injustice par la colère était un réflexe, mais jamais une solution durable. Ce que j'ai appris, c'est que le véritable pouvoir réside dans la préparation minutieuse. Quand on documente les comportements problématiques de façon méthodique,
On ne cherche pas la vengeance. On crée des opportunités éducatives transformatrices. L'écran derrière, elle afficha des chiffres saisissants. Un tableau avec tendance descendante, moins 89% d'actes de harcèlement racial à Lincoln High. Tableau avec tendance ascendante, plus 156% d'élèves issus des minorités inscrits en cours avancé. Coche épaisse blanche, 0 incident discriminatoire signalé au dernier semestre. École 34 écoles du district avait adopté le protocole Washington. Un mini-documentaire de 30 minutes sur la transformation du lycée Lincoln venait même d'être nominé aux Emmy Awards pour meilleur documentaire éducatif. Mais ce n'était pas le seul changement. Tyler Morrison, lui, apprenait que certaines leçons ne s'effacent jamais. Son renvoi temporaire avait été transformé en exclusion définitive du système public. Il tenta d'intégrer 6 écoles privées différentes. Toutes refusèrent son dossier après un simple contrôle de son historique numérique. Les preuves accumulées par Kesha faisaient désormais partie de son dossier permanent, accessible à toute administration scolaire. Lors de sa 7e tentative, cette fois dans une petite école communautaire à 2 heures de Lincoln, il demanda à la conseillère éducative. « Est-ce que ça va me suivre pour toujours ?» Madame Patterson, une femme noire d'une 50aine d'années, le regarda sans dureté mais sans indulgence non plus. Ce genre de comportement documenté de manière systématique, non, ça ne s'efface pas. Mais la croissance sincère peut coexister avec les conséquences. La vraie question est, veux-tu vraiment changer, ou veux-tu juste que la punition cesse? Richard Morrison, quant à lui, perdit bien plus qu'un nom. L'enquête déclenchée en partie grâce aux documents transmis par Kesha révéla une décennie de fraude fiscale, de pots-de-vin à des élus locaux, et de dissimulation financière. Il fut condamné à 2 ans de prison fédérale. La communauté entière fut secouée. 2 conseillers municipaux démissionnèrent. Et la mention de 3 millions de dollars fut vendue en urgence pour couvrir les frais d'avocat, les amendes et les remboursements. Catherine Morrison vivait désormais dans un modeste appartement en périphérie, à 3 pâtés de maison de la maison où Kesha avait grandi. L'ironie n'échappa à personne. Madison Pierce vit sa carrière de future influenceuse digitale s'effondrer. Aucune marque ne voulait être associée à son nom. Ses posts pseudo-inspirants sur la résilience et l'acceptation étaient inondés de commentaires cinglants de gens qui connaissaient la vérité. Elle finit par supprimer tous ses réseaux sociaux et travaillait désormais dans un petit magasin de vêtements en découvrant, pour la première fois, la réalité du travail honnête. Jessica Kumar perdit sa bourse intégrale à Stanford après que le comité d'admission eut reçu les preuves de ses moqueries à l'encontre d'élèves boursiers. Elle poursuivait désormais ses études dans un collège communautaire, tout en travaillant à mi-temps dans une bibliothèque. Où, ironie du sort, elle servait régulièrement des élèves issus des communautés qu'elle avait autrefois méprisées. Mais le plus grand changement ne se trouvait ni dans les maisons vendues, ni dans les condamnations judiciaires. Il était dans les murs de la salle 301. Le professeur Marcus Chin observait avec une admiration sincère ce que devenait cette pièce autrefois saturée de cynisme. Elle était devenue un laboratoire d'empathie sociale. Elena Rodriguez, une élève timide qui n'avait jamais levé la main, dirigeait désormais un programme de mentorat pour élèves récemment immigrés. David Kim, qui avait été la cible de plaisanteries racistes l'année précédente, avait fondé un club de débat pour discuter des enjeux sociaux avec une maturité impressionnante. Un jour, lors d'une réunion du nouveau conseil étudiant pour la diversité, Elena leva la main. À Madame Washington, nous aimerions étendre notre programme de sensibilisation aux écoles primaires du quartier. On pense que l'éducation anti-préjugés doit commencer très tôt. Kesha acquiesça. Elle les regardait, ces jeunes de 16 et 17 ans, organiser des projets sociaux avec la précision de militants aguerris. Sa classe était devenue un sanctuaire. Un espace où la vulnérabilité était une force, où la différence était célébrée, où la justice n'était pas un concept abstrait, mais un vécu quotidien. Le cas Morrison, comme on l'appelait désormais, ne resta pas un simple scandale local. Il devint un exemple d'étude à l'échelle nationale, un modèle de documentation rigoureuse et de gestion éducative des préjugés. 3 universités intégrèrent l'affaire dans leur programme de formation pour futurs enseignants. 2 États américains votèrent des lois rendant obligatoire une formation à la diversité fondée sur des preuves documentées pour tous les éducateurs du secondaire. Dans les couloirs feutrés de la Conférence nationale pour les éducateurs progressistes, Kesha Washington fut accueillie comme une pionnière. À la pause d'une de ces conférences, son téléphone vibra. Une notification LinkedIn. Expéditeur, Tyler Morrison. Madame Washington, je sais que je ne mérite pas votre attention après ce que j'ai fait. Mais je voulais vous dire que je suis en thérapie depuis 4 mois et que je fais du bénévolat dans un centre communautaire qui accueille principalement des familles immigrées. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre, mais vous ne cherchez pas à me punir. Vous m'enseignez quelque chose. Quel genre de personne j'avais choisi d'être
et celle que je pouvais encore devenir. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand moi, j'avais déjà abandonné toute décence en moi-même. Vos leçons ont été douloureuses, mais nécessaires. Kesha relut le message 2 fois. Puis elle répondit simplement. Tyler, la croissance réelle commence toujours par une responsabilité totale. Continue ton cheminement. Pas pour moi, mais pour tous ceux que tu rencontreras encore dans ta vie. Ce n'était pas du pardon. Certaines actions méritent des conséquences durables. Mais c'était l'espoir que même les pires comportements, confrontés à des conséquences profondes et réelles, puissent engendrer une transformation authentique. Ce soir-là, dans son bureau panoramique au siège de la Fondation nationale pour l'éducation inclusive, Kesha contempla la ville. Une ville où des enfants de toutes origines étudiaient dans des environnements plus justes. Où les enseignants disposaient d'outils concrets pour répondre aux actes discriminatoires. Où documenter l'injustice était devenu un protocole, non un acte de rébellion. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il s'agissait d'une invitation officielle à témoigner devant le Congrès, dans le cadre de l'élaboration d'un projet de loi fédérale contre le harcèlement scolaire. Une loi directement inspirée du protocole Washington. Kesha Washington, cette jeune femme qui, enfant, noircissait des cahiers de notes pour survivre aux injustices. Qui avait appris à transformer chaque humiliation en cours magistral de dignité humaine. Qui croyait que la préparation silencieuse valait 1000 cris de révolte. Était devenue une voix écoutée au plus haut niveau de l'État. Pendant ce temps, Tyler Morrison vivait la dure vérité. Certaines erreurs ne s'oublient jamais, mais elles peuvent servir de socle à une reconstruction sincère. Richard Morrison, lui, termina sa peine de prison et vit son empire s'effondrer définitivement. La ville entière se souvenait de l'arrogance avec laquelle il avait tenté de faire tomber une femme qu'il croyait insignifiante. Madison Pierce, désormais anonyme, continuait à travailler dans une boutique de vêtements. Elle évitait les caméras, les réseaux sociaux, et parfois, elle fixait le plafond pendant de longues minutes, repensant à cette matinée où sa vie avait basculé. Non pas à cause de ce qu'elle avait subi, mais à cause de ce qu'elle avait semé. Jessica Kumar poursuivait ses études modestement, dans l'ombre, en silence. Elle aidait parfois de jeunes étudiants issus des quartiers défavorisés à remplir leur dossier de bourse. Personne ne savait si c'était par culpabilité ou par début de rédemption. Et dans la salle 301, chaque mur racontait désormais une histoire. Une fresque avait été peinte par les élèves, un arbre immense dont les racines étaient faites de mots et justice, courage, vérité, dignité et les feuilles, des prénoms. Des prénoms d'élèves qui, jadis spectateurs, étaient devenus acteurs du changement. Kesha passa une dernière fois devant cette fresque, le cœur serré de fierté. Puis elle murmura, comme un mantra, comme une vérité révélée. La meilleure des vengeances n'a jamais été de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de bâtir quelque chose de si puissant, de si transformateur, qu'il réécrit les règles du jeu pour toute une génération.